Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez l'épisode 13 de la 2e saison, dans lequel j'ai la grande joie d'accueillir Florent Ciccoli. Arriver à rester authentique, je crois. C'est vraiment le maître mot pour moi des affaires réussies, c'est celle où on ressent une authenticité, une sincérité, où on se dise pas tiens je vais faire des petites assiettes parce que c'est à la mode, ou se dit je vais faire un truc asiatique parce que en ce moment j'ai vu qu'il y avait Double Dragon qui avait ouvert, ça a marché. Pourquoi Florent ? Parce que j'adore tous ces restaurants. Jones, c'est le café du coin, mais aussi sans doute le Cheval d'Or, que je n'ai pas encore essayé puisqu'il ouvre au moment où nous publions l'épisode. Florent, un des leaders de la bande des parts populaires, réussit à être cette même personne, qui cuisine avec le cœur et entreprend en série et avec intelligence. Avec lui, nous avons parlé de psychologie, de pizzetta, de yoga et d'authenticité. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune conversation savoureuse avec les chefs qui font la gastronomie aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Florent. Salut Julie. Tu parlais de bande de potes, c'est vrai que ça fait un peu blague, bande des parts populaires, Ouais, mais ça totalisait quand même plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, à un moment, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé vraiment on n'a jamais fait les calculs, à part des fois pour les banquiers, où effectivement, quand il fallait gratter un petit crédit pour rien à faire, on comptait combien on faisait de millions de chiffre d'affaires, mais en soi, on n'a jamais vu ça de manière financière. C'était vraiment, effectivement, une bande de copains au début, qui avaient envie de faire des trucs ensemble, de boire des coups ensemble, de passer du temps ensemble. Et on a monté des bars, et après, de fil en aiguille, le temps qui passe, il y a d'autres choses qui sont arrivées, comme les restaurants, la boutique de disques, la boutique de couteaux. Mais à chaque fois, c'était vraiment des projets où on accompagnait d'autres personnes dans des projets. Il y a vraiment le socle, les caves populaires, les pairs populaires, l'international, où on était vraiment le même groupe. Et juste après l'international, chaque truc, c'est vraiment un projet avec quelqu'un. Donc, au passage, ça a été un projet avec Jean-Charles et Audrey. L'Orillon, c'était un projet avec Thomas. À l'époque de la bouche, c'était aussi un projet avec Thomas. Donc c'est vraiment à chaque fois accompagner quelqu'un dans un projet, le mettre dans les meilleures dispositions financières, économiques pour ouvrir le truc, négocier avec la banque, mais jamais on s'est vraiment dit on va faire du chiffre, un truc comme ça. Donc effectivement, à un moment c'était un gros groupe. Ça a été un gros groupe à un moment. C'est jusqu'à combien d'affaires ? On a ouvert, en fait, je pense qu'on a ouvert 12 affaires en 10 ans. Et après, depuis, il y en a eu d'autres qui ont ouvert, mais après la séparation. Donc, je pense que vraiment, au sommet, on a eu 12 affaires, mais avec des trucs très variés, quoi. Il y a un excellent article dans Le Monde qui est paru dessus pour connaître toute l'histoire. Ouais. Effectivement, je pense qu'on doit pouvoir le retrouver dans les archives du Monde. Pour bien connaître l'histoire. Pour ceux qui veulent connaître l'histoire en détail, est-ce qu'on va un peu passer, on va parler de toi. Ouais. Mais c'est quand même toute cette histoire, c'est cette bande qui t'a amené à la cuisine, puisque t'étais plutôt destiné à faire, tu faisais des études de psychologie. Ouais. J'ai fait de la psycho jusqu'en maîtrise à l'époque, on disait, donc master 1 maintenant, je pense. Donc je me suis arrêté, j'ai fini mon mémoire. J'ai fini mes UV, donc j'ai eu mon master 1, mais je suis pas allé après. En fait, il y avait le truc, c'est que j'étais étudiant, je bossais en même temps dans un bar, et en fait, j'adorais bosser dans le bar, et les études, ça commençait à me gonfler, donc j'ai changé 2 fois de spécialité. Au début, j'étais en psychopatho, puis après, j'ai fait psychosocial. Je me suis intéressé aux gestes, le langage non verbal dans le discours politique. C'était mon mémoire. Et puis au final, j'ai pris option psychologie de comptoir, quoi. On a monté ce premier bar avec les copains au Cave Pop. Après l'aventure du rendez-vous des amis où on avait tous travaillé. Et puis après j'ai enchaîné. J'ai toujours aimé manger. J'ai toujours été celui des associés qui était le plus gourmand et celui qui s'intéressait le plus à la bouffe. Mais effectivement, j'avais pas vraiment d'expérience dans ça. Au début, j'étais vraiment juste barman. Après, j'ai fait beaucoup d'administratif parce que quand on a ouvert beaucoup de lieux, en fait, il y avait un gros besoin administratif. Donc, à un moment, je me suis mis en retrait. J'ai fait que du bureau. Et puis, j'en avais marre. J'avais envie de revenir sur le terrain. Et puis, au moment où on a fermé Bones, l'occasion s'est présentée de faire de la cuisine. Et un peu
un peu au début obligé, mais aussi parce que j'avais très envie. J'avais déjà eu quelques expériences. J'avais remplacé Thomas à l'Orient pendant une semaine. J'avais fait quelques petits remplacements par-ci par-là, des Au pop-up passage, rigolos. peut-être, t'avais travaillé avec James Au ou... passage, j'avais Non. fait 2 services avec James, tu vois, genre un jour où le client était pas venu enfin le client, non pardon, l'autre cuisinier était pas venu, le client était pas venu, alors je suis allé manger avec lui. Donc je l'avais un peu aidé, mais j'avais clairement pas le niveau, quoi. Et puis après j'ai appris vraiment sur le tas ici à Jones. En regardant? Ah non, bah Jones, tu veux dire quand t'as commencé? Quand j'ai commencé, je savais pas faire grand-chose. Enfin, je savais faire quelques petits trucs, mais je savais manger et je savais tenir un couteau plus ou moins, faire 2-3 trucs. C'était quand même pas un pari, mais audacieux de passer après Ouais, James, c'était un pari. Surtout après James, effectivement. On avait cherché à vendre le resto et une des raisons pour lesquelles on n'avait pas réussi à le vendre, c'est parce que personne ne voulait passer derrière James. Effectivement, c'était moi, allez, j'y vais. Ouais, un peu parce que du coup j'avais le loyer à payer, c'était moi qui étais gérant de la société, j'avais le loyer, le crédit, tout ça, et 90 000 € de vin à la cave, des fournisseurs qui me demandaient de l'argent, donc comme il y a eu un échec, on avait une vente qui était prévue, qui a échoué, donc voilà, je me suis dit écoute, ça fait longtemps que tu t'en parles, que tu dis que t'as envie de le faire, vas-y, fais-le. Donc du coup, j'ai rassemblé un petit peu d'argent pour faire un micmac, pouvoir faire attendre les fournisseurs, et puis j'ai essayé de relancer la formule. Au début, j'ai fait vraiment une petite carte juste de tapas pour vendre un peu les vins à la cave et couler le stock, et après j'ai vraiment relancé en changeant le nom en janvier 2013. Et du coup, c'est vrai qu'au début je faisais 4-5 plats, surtout du cru, parce que j'avais jamais trop cuit pendant un service et fait de cuisson pendant un service. Et puis finalement il y a des gens qui ont commencé à venir, j'ai eu des gens qui ont proposé de venir travailler avec moi, donc j'ai pu étoffer la carte, j'ai pu faire des choses, et puis tous les jours en tapant dedans, comme on dit. T'as appris sur le tas, sur le tas. Mais c'est vrai que tu vois la première fois où tu vois un poisson entier arriver et que t'as jamais débité un poisson, je me rappelle il y a James qui m'a aidé, des fois il passait, je lui demandais comment tu fais ça déjà, ou Edouard du passage aussi, je me rappelle, c'est lui qui m'a montré pour la première fois comment lever un thon. Il y a pas mal de gens qui m'ont aidé, j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui s'intéressaient, qui venaient travailler pour moi, qui avaient plus d'expérience que moi, mais qui s'intéressaient finalement à ce que je pouvais apporter. Peut-être que j'avais un regard différent que les autres cuisiniers. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui avaient plus d'expérience que moi et qui m'ont appris des choses. Tu vois, il y a Robert Dureg-Marol qui a bossé, qui a fait énormément d'extra ici. Donc, il m'a appris plein de choses sur comment désosser un peu le poulet parfaitement, ne pas oublier le petit solilès qui est au fond, qui reste attaché à la cuisse. Je me rappelle un jour un peu en panique avec une tête de veau où j'ai envoyé un texto à Tatiana du Servant pour savoir ce qu'il fallait faire. Enfin, voilà, j'ai appris sur le tas, les gens m'ont aidé, j'ai eu beaucoup d'aide aussi au début de Romain Tichenko et de Taku, qui ont organisé deux événements à Jones, qui m'ont permis de me remettre aussi un peu en fond, parce que j'étais pas très loin de la faillite. Et ces 2 soirées m'ont permis vraiment de me soutenir, donc je les remercie sur ce coup-là, parce que non seulement ils m'ont aidé, ils m'ont donné des petites astuces. Romain Tichenko, c'est un super chef pour ce qui est je trouve les petites associations, des petits assaisonnements, tout ça, 2-3 petites astuces. Il m'a filé 2-3 petites astuces qui permettent de faire des assiettes faciles et super bonnes. Enfin, comme on peut voir à la cave à Michel, où genre il a vraiment 3 fois rien, et il arrive à chaque fois, c'est toujours juste. Ouais. Et je trouve qu'il y a Voilà. C'est toi qui avais fait la carte quand même au début. Ouais, c'est moi qui avais fait la carte. C'était pas compliqué. C'était un peu compliqué, mais je me suis dit, écoute, fais ce que t'aimes manger surtout. Et en fait, je pense que même aujourd'hui encore, c'est le meilleur conseil que je donne aux gens qui se lancent dans la cuisine. Je dis, fais ce que t'aimes, et en général, les gens le retrouvent, quoi. Ouais. Parce que quand tu sens que moi quand je suis content, les assiettes dont je suis le plus content, c'est quand je les pose sur le pas, c'est que j'ai pas envie de les lâcher, quoi. J'ai envie de les garder, les manger. Et vraiment, du coup j'ai fait des associations simples que je pensais évidentes et qui marchaient pour moi, et je crois que les gens s'y sont retrouvés et que ça s'est bien enchaîné. Comme la burrata poutargue, par exemple. Ouais, ça j'ai piqué à James, faut dire, c'était une de ses premières assiettes au passage. Voilà, je savais que ça marchait, et avec de l'oseille pour amener un peu de fraîcheur et tout. Et voilà, la cuisine, c'est du bon sens, souvent. Et voilà, j'ai une cuisine, je pense, assez simple, des fois avec 2-3 associations de goût, et
et je cherche jamais l'expérimentation, quoi. Je cherche toujours un peu d'évidence Et il y avait des chefs que t'admirais quand t'as commencé? J'ai gardé une grosse admiration pour James. Pour moi, ça reste un des meilleurs chefs que j'ai connus. Je trouve qu'il a une justesse dans la façon de traiter les choses. Il a une exigence au niveau du produit que peu de chefs ont. J'ai pris mes premières claques, je m'en rappelle, quand à l'époque de l'International, quand on avait la salle de concert, souvent on faisait des gros apéros, et après à 22h on allait au Châteaubriand au deuxième service, et ça c'est mes premières grosses émotions culinaires, genre vraiment, et je crois que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration et de respect pour Iñaki, même si c'est un chef totalement différent de moi, je pense, mais ça empêche pas d'être admiratif. Enfin, j'aime toujours beaucoup, Giovanni Passeri. Je pense que c'est parce que je trouve justement, lui, il a une approche plus simple de la cuisine, mais à la fois, j'aime vraiment profondément sa cuisine. J'ai des souvenirs de Rino extraordinaires, la générosité aussi qu'il avait dans son assiette et puis même dans sa façon d'appréhender les choses. Après, voilà, comme je suis pas du sérail, je suis pas un grand cuisinier, je connais pas tous les chefs étoilés, tout ça. Je suis allé une fois chez Passard, j'ai trouvé ça très bon, mais j'ai pas cette admiration pour les grands chefs étoilés. Mais j'ai de l'admiration pour les gens que je connais, dont je vois le travail au quotidien et auxquels j'ai pu assister, quoi. J'aime beaucoup Tatiana aussi au serment. Je pense, tu peux demander à Katia et Tatiana. Je pense que quand je travaillais à Jones, je venais peut-être manger 3 fois par semaine au déjeuner au servant, parce que j'adorais aller manger là-bas, la façon dont elles ont d'accueillir les gens. L'accueil, ça se fait aussi dans l'assiette et dans la façon d'être, et elles m'ont toujours extrêmement bien accueilli. J'ai adoré manger 3 fois par semaine là-bas. Et ça, c'est un des trucs qui me manque le plus aujourd'hui que je travaille le midi, c'est de plus pouvoir aller manger. D'aller manger ailleurs. Ouais, d'aller manger ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et ça t'a aidé d'avoir la casquette quand même restaurateur, chiffre. Ouais, je pense un petit peu, parce que effectivement j'ai une notion de ce qu'est une masse salariale, de ce qui est de ce qu'est le coût d'un produit, tout ça. Ça m'a un petit peu aidé à voir les choses. Ça m'a aidé aussi je pense pour l'accueil aussi le sens de l'accueil. C'est-à-dire que pour moi, Bones c'était un super restaurant, mais pour moi c'était un restaurant qui excluait pas mal de gens, parce que c'était un restaurant entre guillemets branché, où moi ça m'est déjà arrivé de me sentir mal à l'aise à Bones en pleine Fashion Week, avec les gens qui me regardaient genre comment il est habillé lui, et alors que c'était chez moi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup je trouvais que ça manquait d'ouverture. Bon, et ça, je pense que l'ouverture tu peux l'obtenir à la fois par l'état d'esprit, l'accueil, mais aussi par la cuisine et ta carte. Et donc j'ai essayé de faire en sorte que même à travers le menu, il y ait de moins en moins de personnes qui se sentent exclues. Donc ça commence par les prix. J'ai baissé un petit peu les prix. J'ai réfléchi aussi à pouvoir accueillir tout le monde, que ce soit des végétariens, des gens qui aiment la viande, des gens qui aiment des gros plats, des gens qui aiment les petits plats. Donc j'ai essayé vraiment d'ouvrir la carte. Et c'est pour ça au début aussi que j'ai essayé d'ouvrir toute la journée, mais c'était trop dur. Mais oui, au début, ce que j'allais dire, c'était un mélange en fait entre le café du coin et Jones. Tu faisais le midi. Tu voulais ouvrir toute la journée en mode café. Continu, ouais. Ben, ça partait d'un principe simple, c'est que j'aime les endroits comme ça. J'aime les endroits qui vivent toute la journée, et j'avais envie de faire en sorte qu'ils vivent toute la journée. Néanmoins, c'était trop dur physiquement. Moi, je tenais pas, j'avais jamais fait de cuisine. La cuisine, c'est quand même très dur d'un point de vue physique. J'arrivais pas à me lever à 8h, à me coucher à 2h, et me relever à 8h, à me coucher à 2h, sans s'arrêter. Et c'est vrai que Jones aussi, c'est un endroit un peu caché dans une petite rue. Il n'y a pas beaucoup de passages. On a un Monoprix à côté qui a des livraisons toute la journée. Donc, toute la journée, on a des camions de livraison de Monoprix qui sont devant la façade. Donc, finalement, le matin et la journée, ça aurait pu marcher, mais il aurait fallu s'accrocher 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça n'a pas marché. Donc, je me suis réadapté. J'ai dit, OK, c'est un endroit de soir. De toute façon, ça ressemble à un endroit de soir. C'est sombre, c'est brut. Voilà. Donc, j'ai laissé tomber le soir. Moi, ça m'a permis de récupérer de l'énergie. Je pense qu'après, derrière, j'étais plus lucide pour faire mes cartes, pour
pour faire à manger, pour progresser dans la cuisine, et j'ai décidé d'ouvrir 7 jours sur 7. Parce que comme j'avais déjà le staff de Bones qui est resté, en fait, j'étais obligé de les garder parce qu'ils ont des CDI, des contrats, et donc du coup, il fallait quand même que je développe le restaurant assez pour pouvoir payer tout le monde. Donc c'est là que j'ai ouvert 7 jours sur 7, ce qui impliquait que j'étais pas là 2 jours. Mais bon, voilà, à partir du moment où on fait confiance aux gens et que on donne une ligne, ça marche. C'est important d'écouter le lieu un peu. Complètement. On me demande moi souvent, parce que bon, maintenant j'ai pas mal d'expérience, on me demande souvent mon avis sur ce qu'il faut faire pour ouvrir un lieu, quels sont les trucs principaux, et je dis toujours le plus important, c'est d'adapter ton projet au lieu. Souvent, il y a des gens qui arrivent avec un projet très précis en disant je veux faire un monoproduit à tel endroit, ça, non. Et en fait, si ça marche pas dans le lieu, ça marchera jamais. Et du coup, toujours arriver avec un projet en tête, mais toujours l'adapter au lieu et à la façon, au quartier, aux gens qui y travaillent aussi. C'est toujours hyper important. Faut vraiment que tout le monde se sente à l'aise, y compris les gens qui y bossent, y compris le lieu, les voisins, enfin tout. Voilà. Et d'ailleurs, le menu déjeuner, le côté ouvert toute la journée, tu l'as fait, mais ailleurs. Finalement, je l'ai fait ailleurs. C'était pas le bon endroit. Et voilà, exactement. Parce que le café du coin, au contraire, ça appelle à ça. C'est un angle. Il y a des vitrines partout. Il y a du soleil toute la journée. Les gens passent tout le temps dans cette rue parce que c'est la rue qui amène au métro à Voltaire. Et en même temps, c'est une petite rue. C'est une petite rue, mais c'est un petit coin. Ouais, c'est un petit coin. Ça appelait beaucoup plus à ça, et tout de suite, ça marchait comme ça. Et ça avait une gueule de bar déjà quand on l'a acheté, et comme de toute façon, on aime toujours s'appuyer sur le lieu tel qu'il était, son histoire. On n'a pas voulu tout casser pour refaire, sinon on achèterait des fonds de commerce dans les trucs neufs, on ferait du BA13 et on ferait un carré. Donc on s'est appuyé sur ce qui existait. Il y avait ce petit comptoir Formica, cet angle, le truc ouvert sur la rue. On s'est dit voilà, c'est un café, c'est un bar de quartier, c'est un truc. Et du coup après on a construit la formule autour de ça. T'as ouvert 3 ans après? Non, 2 ans. 2 ans, ouais, 2 ans. 2 ans après, et en fait l'idée c'était d'avoir une vie de famille parce que ton fils allait naître. Ben voilà, c'est ça. Ma copine était enceinte. Il y avait 2 choses, il y avait 2 éléments. J'avais Harry, mon second, que je trouvais très doué, très sympa. Je voyais qu'il commençait à avoir des propositions ailleurs. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être papa? Est-ce que tu as envie de continuer à travailler tous les soirs? Est-ce que tu as envie de rentrer à la maison? Et au début, je devais pas y travailler. Et puis après, je me suis dit, en fait, et si tu travaillais, quoi? Et donc, du coup, je me suis transposé là-bas. J'ai proposé à Harry d'être chef ici. Et il était très content de devenir chef. Et ici, je trouve qu'en plus, c'est un lieu qui lui correspond bien. Et moi, j'étais content de basculer sur un mode journée. Ça n'a pas été facile au début parce que ma seule grosse expérience, c'était le soir. Et c'est pas du tout le même rythme, c'est pas du tout les mêmes exigences. Mais bon, au bout de 3 semaines, je me sentais comme chez moi. Et aujourd'hui, finalement, je me sens peut-être plus à l'aise en cuisine au Café du Coin que à Jones. Je pense que ça te va bien. Non, c'est vrai. Ouais. Jones, quelque part, je l'avais construit pour James. C'était un resto qui avait été fait pour quelqu'un d'autre. Là, vraiment, le Café du Coin, depuis le début, j'ai pensé à, dès qu'on est rentré dedans, j'ai pensé à moi, comment j'allais pouvoir évoluer là-dedans, quel genre de formule je pouvais faire, quel type de restauration le soir aussi où je serais pas là. Et du coup, je l'ai vraiment pensé pour moi. Et après, Jones, j'ai pris énormément de plaisir à travailler ici, mais je me suis toujours senti un peu dans les chaussures d'un autre. Et je pense que c'est un lieu qui est plus adapté, ça va être un peu cliché, mais je pense à un cuisinier anglo-saxon. Parce que avant que ce soit Bones, c'était un pub pendant 30 ans. Et du coup, finalement, je trouve que voilà, ça correspond, ça appelle une histoire. À l'histoire du lieu, encore une fois. Exactement. Et c'est pas incompatible alors d'avoir une vie privée non, d'être restaurateur? Non. Après, c'est vrai qu'il faut certains sacrifices. Moi, j'ai fait ce choix-là. Après, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des gens qui arrivent pas à déléguer, qui arrivent pas à ne pas être là. Moi, j'ai appris à le faire depuis des années, et j'essaie d'avoir une confiance maximum aux équipes sur place. Et puis j'ai pensé le concept du café du coin comme ça. Et comme c'était un bar, aujourd'hui, c'est impossible de faire un bar sans qu'on y mange. C'est-à-dire que autant quand on a monté des bars il y a 12 ans, on pouvait faire un bar, et puis quand les gens étaient bourrés, ils mangeaient un peu de charcuterie, c'était content. Aujourd'hui, il y a la food a tellement intégré la société que
que n'importe quel bar doit avoir une proposition, je trouve, de restauration. Et du coup, j'ai pensé, je cherchais, qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, il y a un des trucs que j'adore dans la vie, c'est les pizzas. Et du coup, je me suis dit, si on faisait des pizzas, alors au début, j'ai pensé à faire des grandes plaques à partager. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on ferait pas des pizzas individuelles? Parce que finalement, j'adore ça, mais moi, quand je vais à la pizzeria, je suis toujours un peu frustré parce que je peux en manger qu'une, quoi. Et je vois toujours la pizza du voisin, je me dis, j'aurais dû prendre celle-là et tout. Et du coup, je me suis dit, voilà, du coup, on a des mini-pizzas, t'en manges une, tu rebois un coup, quand t'as faim, t'en remanges une autre, et puis, en fait, ça marche comme ça. Et c'est facile, c'est pas cher. C'est facile, c'est pas cher, tu mets qu'une seule personne en cuisine, et des fois, les barman, ils vont donner un coup de main pour l'aider. Et voilà, ça marche hyper bien comme ça, les gens sont hyper contents. Au début, ça n'a pas été facile parce que comme il y a un petit décalage entre le midi et le soir, les gens arrivaient comme en se disant on va réserver le soir et tout. On disait non, il n'y a pas de réservation, c'est un bar. On dit, oui, mais bon, on veut être sûr de manger. Venez, on trouvera toujours une solution. Ça reste un bar et puis si vous voulez grignoter une pizza, vous mangerez une pizza. Et ça a bien pris et maintenant les deux existent et surtout le lieu a cette continuité dans la journée avec les gens qui viennent boire le café le matin, les gens qui déjeunent le midi, les gens qui viennent boire un coup l'après-midi et le soir ça devient un vrai bar de quartier où les gens grignotent. Est-ce que le fait de pas avoir travaillé avec des grands chefs, des grands tocs, ça a été un frein ou ça t'a manqué à un moment? Non, après peut-être pour construire mon identité. Au début c'était ici, au début, je savais pas trop, j'avais pas vraiment d'identité culinaire. Les gens me demandaient, alors tu fais quel type de cuisine? J'en restais aux grandes règles que je m'étais fixées dans ma tête, suivre les saisons, faire des choses que j'aime, mais je manquais un peu d'identité, je pense. Et effectivement, souvent, on se construit ce parcours avec les chefs qu'on a avant. Après, j'ai quand même beaucoup, tu vois, Thomas Chevrier, James, même tous les chefs, pardon, qui sont passés au passage, qui m'ont aidé à me construire, un peu par mimétisme. Et après, je pense qu'au Café du Coin, finalement, cette formule des pizzettes m'a permis d'aller chercher un peu plus aussi du côté de l'Italie et un peu plus du Sud, ce qui est plus proche, je pense, de mon identité, de mon histoire personnelle, de mes origines. J'essaie de travailler beaucoup les produits corses. J'essaie de... Voilà, et du coup, je pense qu'au fur et à mesure, je me suis construit, mais ça m'a peut-être mis plus de temps que si j'avais eu des chefs avec un vrai parcours, si j'avais, j'en sais rien, bossé 10 ans chez Passard ou effectivement j'aurais eu j'aurais été plus dans une voie, quoi. En même temps, c'est une liberté aussi. Ouais, c'est une vraie liberté aussi. Mais c'est vrai que du coup, des fois, ça faisait des grands écarts, quoi. Ouais. Du coup, je me retrouvais à faire un plat typique du Saint-John parce que j'ai eu beaucoup de chefs avec qui j'ai travaillé qui venaient du Saint-John, tu vois, genre la caille avec la sauce au pain et un truc hyper méditerranéen de l'autre côté. Bon, ce qui en même temps est sûrement appréciable pour les clients, mais des fois, pourquoi pas, hein, mais ça manque un peu peut-être de liant. Maintenant, je pense qu'il y en a un petit peu plus dans la cuisine. Et tu dis quoi maintenant quand on te dit quel genre de cuisine tu fais, Florent? Je dis que je fais une cuisine de marché, généreuse et simple. Moi, je trouve que tu fais une cuisine d'amour. Enfin, on sent qu'il y a de l'amour. Comme tu disais, tu fais des choses que t'aimes manger. C'est vraiment ce qu'on ressent dans l'assiette. C'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Est-ce que tu crées facilement de nouveaux plats? Alors, j'ai un rapport un peu bizarre à la création. J'aime pas du tout intellectualiser mes plats. Donc du coup, je réfléchis très rarement à ce que je vais faire à manger. En général, ce que je fais, c'est que je me crée une espèce de... En fait, j'ai une espèce de garde-manger dans ma tête, avec les produits de la saison globale, les viandes que je peux... Parce que j'ai un impératif économique au Café du Coin, comme je peux pas... la formule à 20 €, donc je peux pas... Il y a que certains produits que je peux travailler. Je reconstitue ce garde-manger à la fois dans mon frigo, dans ma chambre froide, dans ma tête, et en fait, j'arrive le matin, et je fais ma liste, et je dis, aujourd'hui, on mange ça. Et j'arrive à 8h le matin, j'ai tel et tel produit, je sais par expérience, ça je l'ai déjà goûté avec ça, je sais que ça marche et tout, et j'essaie toujours d'arriver un quart d'heure, 20 minutes avant tout le monde. Je me prépare ça dans ma tête, je l'écris, je mets mes 3 entrées, mes 2 plats, mes 2 desserts couchés sur le papier. Bien sûr, je m'adapte aussi au reste de la veille et tout, enfin, parce que j'ai vraiment un impératif économique, donc il faut vraiment que tout roule, quoi. Et donc en fait je me mets dans cette urgence là parce que je pense que si effectivement je devais trop réfléchir les plats, j'y arriverais pas.
Et là, du coup, je sais que j'ai un quart d'heure pour le faire, qu'il faut aller vite et ça sort. Et ça sort. Et puis après, je réadapte souvent pendant la journée. Je dis, ah, mais non, mais t'es con, t'aurais dû prendre ça et ça. Et du coup, je le reforme. Et puis après, pendant le service, je vais avoir mes boîtes de mise en place, je vais prendre un truc de l'entrée, un truc du dessert, je vais goûter en même temps, je vais me dire, ah, tiens, ça, pourquoi en fait on n'aurait pas fait ça, tout ça. Et ça me permet d'avancer sur des trucs. Puis des fois, je goûte, oh, c'est dégueulasse. Et je passe à autre chose. Mais là, au café du coin, ça vient assez rapidement. Et puis après, des fois, bon, bah, je vais manger aussi au resto et tout. Je me dis, ah, mais c'est vrai ça, tout. Et puis je réadapte. Je me rappelle, il y a pas très longtemps, je suis allé manger chez Bruto, c'est un truc délicieux avec un bouillon de céleri. Du coup, tout de suite, le lendemain, je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais faire ça. Ça te donne des idées, ça t'inspire. Et c'est hyper important de s'aérer l'esprit. Et c'est pour ça qu'au début, quand je faisais les coupures à Jones, j'arrivais pas à aller manger ailleurs. Et du coup, je tournais en rond, je jouais. Et en fait, ça aide vachement de sortir, d'aller goûter des trucs, d'aller, voilà. Mais je comprends. Pour toi, Moi, c'est des fois, important, quand j'écoute des chefs, enfin, j'ai écouté ton podcast aussi plusieurs fois, et le rapport de ces chefs qui intellectualisent tout, qui machin, tout ça, moi, j'arrive pas du tout à fonctionner comme ça. J'arrive pas du tout c'est dans l'instinct. Ouais, j'ai vraiment, ouais. Je préfère rester comme ça. Je trouve que ma cuisine est plus naturelle après, et plus riche. Du coup, j'essaie de garder vraiment un côté très instinctif dans la façon dont je cuisine et avec en gardant certaines certitudes et en me disant ça je sais que ça marche, voilà et avec un peu d'empirisme mais vraiment très peu, je réfléchis très peu au plat. Et qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin, de cuisiner chaque assiette? Franchement, c'est moi ce que j'aime dans la cuisine, c'est le côté un peu urgence aussi. Enfin, dans le sens où tu te lèves le matin, il faut que ce soit prêt à midi. Faut que tu sais que t'as 40-50 personnes qui vont venir manger. Et tout, du coup, tout est hyper naturel. Tout est délié. Tu vois, quand j'étais au bureau, des fois, je pouvais passer 2 heures devant mon ordi, aller voir un peu Facebook, un peu mes mails, un peu mes trucs. Puis au final, tu laisses passer ta journée, tu regardes, ah bah tiens, c'est la fin de la journée, je rentre à la maison. Et la cuisine, tu peux pas faire ça. T'es obligé de taper dedans, quoi. Et franchement, ça, je pense, c'est ce qui me plaît le plus. Je pense que j'ai arrêté aussi les études à cause de ça, parce qu'on est arrivé dans l'étape où il fallait tu pouvais plus faire un peu de par cœur la veille de l'examen. Et il fallait écrire les trucs, passer machin. Et moi, tant que j'avais pas d'obligation, j'y arrivais pas. Et en fait, là, avec la cuisine, j'ai une obligation tous les midis. Et tous les midis, je dois faire à manger des gens. Faut que ce soit bon. Et je me fixe cette exigence. Et j'aime beaucoup arriver le matin, voir les produits arriver. Le poisson qui me faisait peur il y a 3 ans, bah maintenant j'adore ça. C'est le moment que je préfère dans la matinée, mettre en filet le poisson, vider les encornets. Bon, maintenant on va passer à l'aller-retour. C'est le petit questionnaire traditionnel. Ton âge? 38. Ton signe astrologique? Sagittaire. Ton plat signature? Je sais pas. Je sais pas du tout. Pizzette? Ouais, bah la pizzette, pourquoi pas. Après, quand j'étais ici, la brioche au boudin. Ton plat préféré? La pizza. Le chef que tu admires le plus aujourd'hui? Quelqu'un comme Iñaki. J'ai beaucoup d'admiration pour son parcours et sa ligne de conduite et sa cuisine surtout. Ton ingrédient préféré? Je dirais peut-être un truc lacté, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Je mets jamais de crème dans ma cuisine, par exemple, mais j'utilise toujours une ricotta fraîche. En ce moment là, du brooch parce que c'est la saison en Corse. Ton côté corse. Ouais, j'adore rajouter des petits éléments lactés comme ça qui amènent de l'acidité, de la fraîcheur et voilà. Lacté. Ouais, le lacté. Ton ingrédient détesté? Alors à la fois j'adore le goût, mais je suis devenu complètement intolérant. Ça me rend vraiment très malade. C'est le topinambour. Ah. Topinambour, Eliantis et tout ça, j'en mangeais beaucoup avant, et maintenant c'est devenu impossible pour moi d'en manger. C'est lui qui te déteste. C'est lui qui me déteste. Du coup, je le travaille plus. Et c'est un peu regrettable, parce que là, on sort un peu de la saison, mais j'aurais bien aimé en faire plus. Parce que je peux pas le goûter, hein, du coup, ça te frustre. Ça me frustre, ouais. Ton ustensile fétiche? Je dirais mon slicer, mon couteau, mon slicer. Japanese Knife Company. Japanese Knife Company, ouais. Artisan. Ton dernier meilleur repas? Mon dernier meilleur repas,
Au passage, le nouveau chef portugo-capverdien, Luis, j'ai mangé le meilleur riz de veau de ma vie. Très très bon. Quel est le resto que tu aurais aimé ouvrir? Chez Aline. J'adore cet endroit. Je pourrais y manger des sandwichs tous les jours. J'ai pitché chez Aline à mes associés des Père Pop 4 ans avant que chez Aline ouvre. Je leur ai dit, il y avait une boucherie à vendre à côté des Père Pop. Je leur ai dit, mais elle est trop belle, pareil, le même genre de truc. J'ai dit, on prend ce truc, on fait des sandwichs, machin, voilà. Ils m'ont jamais cru, ils m'ont dit, non, mais ça marchera jamais, des sandwichs gastro, les gens s'en foutent quand ils veulent un sandwich, ils veulent un jambon beurre et partir vite. Et du coup, voilà, mais que je suis content de pas l'avoir ouvert. Non, parce que maintenant que ça existe, il y a pas de raison de l'avoir ouvert. Je suis très content que ça existe. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait? Une fois, on m'a dit, c'est mon meilleur repas de la semaine. Et c'était, tu sais, un foodie danois ou suédois qui était venu pour sa semaine à Paris et qui avait fait tous les restaurants à la mode parisien. Ça fait plaisir, quand même. Ouais, ça faisait plaisir. C'était à Jones, ici. Et c'était au tout début, donc ça m'a fait très plaisir. Et la pire critique? Alors, bon, c'est quelqu'un qui se plaignait de la quantité de mon assiette et qui a un peu gonflé les joues en disant, en plus, je suis sûr que vous me comprenez. D'un air de dire, voilà, comme je suis bien portant, d'un air de dire que moi je mange beaucoup et que je devrais comprendre qu'il faut mettre plus de quantité dans l'assiette. C'est assez moche. C'était, ouais. Bon. Ça y est, c'est fini, c'est le tour. Bon, quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois? Et je pense qu'il y a deux moments. Il y a, tu sais, tu vois les trucs sur Facebook où ils te disent rappelez-vous il y a 1 an, là, ils te remontent une photo que tu avais sortie il y a 1 an. Et il y a un an après que j'ai ouvert Jones, j'avais posté la photo du premier menu où il y avait 5 éléments. Et donc je revois ce souvenir-là. Je regarde, j'étais ici, tu vois, je regardais sur mon téléphone en cuisine. Et je regarde le menu et il y avait, j'avais passé à 25 plats, donc 5 cuissons et tout ça. Et je me suis dit, waouh, t'as fait du chemin, quoi. T'as parcouru du chemin. Et puis après, je pense que quand je me suis senti un peu plus chef quand j'ai vu tout le resto se remplir, les gens tous les jours me dire bravo, c'est bien et tout. Et vraiment, les compliments tous les jours, ça m'aide. Au Jones? Ou au café du coin? À Jones. Ouais. Je t'imagine pas gueuler en cuisine, j'ai tort ou j'ai raison? Ça m'arrive. Il y a tellement de, en fait, il y a tellement de stress inhérent à, en fait, moi, je trouve le plus dur à gérer, c'est la pression du temps. C'est-à-dire que, il y a deux types de pression du temps. Il y a le truc de démarrer à 8h et être prêt à midi. Ça, déjà, il faut gérer ce truc-là. C'est arriver à machin, et du coup, t'as cette pression permanente. Il y a la pression du service où il faut aller vite, surtout le midi, où les gens, ils veulent manger en 1/2 heure, 3/4 d'heure maximum. Donc, il faut aller vite. Et en fait, tu fais tout depuis 8 heures et dirigé pour que tout se passe parfaitement pendant ton service. Et quand tu sors tes 5 assiettes qui vont à la table 5 et que tout a été organisé, fléché pour que tout parte à la table 5 et que le serveur revient et te dit ah mince, je me suis trompé, je l'ai amené à table 7. Là, juste en fait, comme tout machin, t'as juste des fois t'exploses. Bon, ça dépend. Après, je me suis mis au yoga il y a 2 ans et ça m'aide beaucoup à gérer ça. Et du coup, avant, je pense que je gueulais peut-être 1 fois par semaine et maintenant je gueule 1 fois par mois. Mais honnêtement, après, voilà, faut arriver à garder son calme parce que gueuler, ça n'a jamais permis de résoudre les problèmes. Donc, même quand il y a des erreurs, en fait, faut rester calme, se dire quelle est l'erreur, comment la traiter, comme machin, tout ça. Donc, gueuler, ça sert à rien, ça rajoute du stress à tout le monde, à la salle, à la cuisine, tout ça. Donc, t'es un manager plutôt zen? J'essaye, mais c'est pas toujours évident. Surtout qu'après, je pense pour le management, notamment en cuisine, ce qui est pas évident, c'est que j'ai pas le langage technique, comme j'ai pas fait d'école et tout. Du coup, des fois, j'ai l'impression que les gens comprennent ce que je veux, alors que pas forcément. Ils comprennent pas, ouais. Et comme je sais pas dire coupe ça en mirepoix, ou coupe ça en julienne, en machin, un truc, je leur dis coupe les carottes, et puis des fois c'est pas comme je veux. C'est pas couper les carottes comme t'avais imaginé, comme quoi. J'avais imaginé. Mais après, voilà, t'apprends aussi, enfin voilà. Oui, j'apprends, et puis eux m'apprennent, ça aussi. Après, le truc, c'est comme j'ai travaillé avec beaucoup d'anglo-saxons, du coup, je connais les termes des fois en anglais, pas en français. C'est un peu débile, mais voilà. C'est quoi qui t'amuse le plus dans ton métier de
ton métier de restaurateur? De cuisinier ou de restaurateur? De restaurateur. De restaurateur, j'adore les ouvertures. J'adore ouvrir des trucs, mais bon, ça se devine. J'ai ouvert 15 affaires en 12 ans. J'adore le moment d'excitation ou la dernière semaine qui précède et le jour de l'ouverture où tu te retournes, le resto est plein ou pas. Et voilà. Ça va bientôt t'arriver de nouveau. Ouais, j'ouvre un resto avec Takou. Ce sera peut-être déjà ouvert quand on va publier j'espère l'épisode. Depuis le temps j'espère que ça ouvre. On ouvre un resto de quartier dans le 19e avec Takou Sekine du restaurant Berceau. Ce qui est parti d'une envie commune de faire un truc ensemble. On a des parcours à la fois différents, mais on a des parcours de vie assez similaires. Il a eu un enfant à peu près en même temps que moi. On avait un peu lui, il avait envie de faire un truc un peu plus démocratique que Dersou, un peu plus Dersou, c'est un resto gastro avec un cocktail, avec un pairing ça qui est assez exigeant et exigeant pour lui, exigeant pour les clients, et il avait envie d'un truc un peu plus ouvert, quelque chose de plus démocratique. Et voilà, au début il cherchait plutôt dans le 11e, pas forcément avec moi, et puis un jour il est venu me voir, il m'a dit mais en fait je me suis dit c'était avec toi que j'avais envie d'ouvrir ce lieu. Et je pense qu'il avait envie que je lui apporte ce côté populaire, que je l'aide aussi dans les démarches administratives, parce que mine de rien, être un étranger en France, l'administration pour un Français c'est déjà difficile, alors pour un étranger c'est encore plus compliqué. Et il y avait ce lieu à côté de chez moi, rue de la Villette, entre les buts de Chaumont et Jourdain, qui me faisait de l'œil, qui était fermé depuis 6 mois. C'était un resto chinois, c'est resté le même resto chinois depuis 40 ans. Le Cheval d'Or, vous avez gardé le nom. On a gardé le nom, on a gardé la façade. Au début, on voulait garder plus d'éléments, puis finalement, on a un peu tout détruit parce qu'on a découvert des choses sous les murs qui étaient chouettes et qu'on avait envie de garder. Et puis voilà, on a envie d'ouvrir une affaire de quartier, un restaurant asiatique de quartier comme il en existe depuis 40 ans, comme le Cheval d'Or, mais un peu plus moderne, un peu plus drivé, je pense, vers le Japon et vers la cuisine de Takou. Et voilà, j'ai hâte que ça ouvre là. C'est bien trop long les travaux. On a eu plein de problèmes sur les. Oui, il y a eu beaucoup de problèmes sur les travaux. Un cuisiniste qui s'est barré avec notre fric. Vous avez eu la totale. Ouais, on a eu la totale. Voilà, EDF qui a toujours pas mis en service l'électricité alors que j'ai démarré en juin les démarches. Enfin voilà, plein de ralentissements, mais on y arrive bon gré mal gré. Normalement le 5 mars tout est prêt. Tout est prêt, on devrait attaquer aux alentours du 15-20 mars, quoi. Et toi, tu participes à la cuisine ou t'es plus là pour le coup, en restaurateur, expérience de restaurateur, c'est plus ma casquette de restaurateur, gérant, j'ai géré, le crédit, j'ai trouvé le lieu, un peu les travaux, l'avocat quand il a fallu aller chercher l'argent chez le cuisiniste qui s'était barré. Je suis plus ce côté-là, le back office et le truc. Pour le coup, la cuisine asiatique, moi, j'en suis friand, j'aime beaucoup en manger, mais je suis incapable de cuisiner. Enfin, après, je connais 2-3 trucs, mais je suis incapable de cuisiner authentiquement asiatique, du moins. Et du coup, je fais une entière confiance en Takou là-dessus. Et après, tu participes aussi quand même au recrutement. Oui, tout ça, vous le faites ensemble. Non, le recrutement, c'est plutôt moi qui m'en occupe. Et puis après, on parle des prix aussi, des choses comme ça. Mais pas, je vais pas lui dire comment faire des bao, quoi. À côté, t'as aussi aidé tes amis Robert et Jessica du Rigmarole à ouvrir un petit coup de main. En fait, disons que Robert, il faisait beaucoup d'extras ici. Ils sont venus me voir en me disant voilà, on a cette envie de travailler d'ouvrir un resto à Paris. On voulait au début le faire à New York, mais on s'est rendu compte que finalement Paris c'était mieux pour nous, pour leur projet. Et du coup, je leur ai aidé, je leur ai expliqué la scène parisienne, j'aurais donné un coup de main, mais plus symbolique, amical. Et parce que je croyais très fort en leur projet, j'avais très envie qu'ils ouvrent et je crois que j'ai bien fait, mais après je suis associé avec eux d'une manière très symbolique, mais ça fait plaisir surtout de m'être associé avec eux. C'est vraiment une notion de, tu vois, enfin, d'accompagnement amical, quoi. Voilà. Et tu co-signes le restaurant de l'hôtel Bienvenue. Ouais. Je
Je trouve que t'as le don pour t'entourer des bonnes personnes sur les bons projets. Je raisonne pas par rapport à moi-même, j'essaie de raisonner par rapport au projet, par rapport aux personnes qui s'en occupent, et comme je disais tout à l'heure, pour moi, un des éléments les plus importants de la restauration, c'est que les gens qui travaillent, ils soient à l'aise. Et du coup, j'essaie de trouver les bonnes personnes, et quand je suis arrivé à l'hôtel Bienvenue, il y a ces petites courses, ce petit truc un peu feutré. T'as pensé à Maori? Non. Ouais, j'ai pensé à Maori, j'ai pensé à une espèce de petite bulle asiatique comme ça au milieu de l'hôtel, et je me suis dit, tu vois, je me suis dit, on va pas arriver à faire des pizzas, tu vois. Enfin, c'est ça, je voyais ce truc un peu feutré. Le lieu est, enfin, l'adaptation au lieu est hyper importante. Et puis après, moi, l'hôtellerie, c'est toujours un truc qui m'a chatouillé. J'ai toujours bien aimé ça, mais d'un regard extérieur. Donc, j'étais content aussi d'arriver dans cet univers-là, de découvrir ça. Et puis, c'est une belle rencontre avec Adrien. C'est quelqu'un que j'apprécie, je pense qu'une petite, qui a la même fibre pour l'hôtellerie que moi j'ai pour la restauration. T'as toujours l'habitude finalement, avec cette expérience des bars populaires, de jongler entre différentes affaires. Ouais. Et de gérer cette multiplication. T'as un bon scooter? Oui. Ouais, j'ai un bon scooter qui a quelques ratés de temps en temps. Hein, c'est une vieille machine, mais ouais. Et puis après, surtout, j'ai confiance aux gens qui s'en occupent. C'est-à-dire que l'hôtel Bienvenue, j'y vais pas beaucoup, mais je sais que nous, la chef sur place, est quelqu'un de super et de très impliqué dans son travail. Voilà, c'est toujours aussi un choix de personnes, un choix des bonnes personnes au bon endroit, et de faire confiance, déléguer. Et tu gères beaucoup avec téléphone, tu dois beaucoup jongler quand même. Tu sais, là, depuis pas longtemps sur l'iPhone, tu peux voir combien de temps tu passes sur le truc. Passes beaucoup de temps. les textos, je crois que je passe 6 heures sur mon téléphone par jour, et les textos prennent 3h30. Donc c'est juste. Donc ça, c'est l'après-midi après non. C'est après le service, quoi. Mon téléphone est plein de taches de gras. Je pense que si je l'amène chez Apple, ils vont me dire, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Vous travaillez dans un garage. Mais ouais, beaucoup de textos, et puis voilà, un peu de souplesse. Et voilà. Et puis des fois, il faut se lever le dimanche, aller remplacer un chef. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, mais voilà. C'est aussi une famille de qui tu t'entoures, parce qu'on retrouve souvent les mêmes personnes dans tes adresses. T'es fidèle. Mais je pense que la bande des bars populaires, c'est à la vie et à la mort. C'est notre famille. Moi, je suis fils unique. J'ai toujours eu plein d'amis, et je pense vraiment, je les considère comme mes frères, quoi. Voilà, des fois on se voit, des fois on se voit pas, on se voit moins, mais on sait qu'on aura toujours ce lien entre nous, c'est sûr. Est-ce que tu te sens plus chef, cuisinier, restaurateur ou entrepreneur? Aujourd'hui, mon quotidien, c'est quand même d'être chef, parce que c'est ce qui me prend le plus de temps dans la journée. Je suis en cuisine de 8h à 16h. Et après, à partir de 16h, je commence vraiment à faire le reste. Et tout ce qui est entrepreneur, facture, chèque, des trucs comme ça. Mais quand même, 80% de mon quotidien aujourd'hui, c'est être chef. Et justement, j'arriverai pas à m'en passer. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, alors t'as d'autres projets, tu dois ouvrir d'autres trucs. Et j'ai plutôt envie de ralentir, parce que j'ai envie de garder ça. Même le cheval d'or, ça me fait un peu peur, parce que j'ai peur que ça me prenne sur mon temps de cuisine. Cette sorte de la cuisine. Ouais. T'as besoin physique de aujourd'hui, de confronter au fourneau. C'est ça. Vraiment, je sais pas, c'est la pause de ma journée, tu vois, le petit moment où ma bulle, quoi. Tes affaires remportent quand même beaucoup de succès. Est-ce que t'as un secret? Non, mais c'est tout ce que j'ai dit un peu depuis tout à l'heure. C'est les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, avec le bon projet. C'est toujours s'adapter. Et arriver à ne pas partir bille en tête, ne pas avoir trop d'ego, ne pas se dire c'est grâce à moi que ça va marcher. Déléguer, avoir confiance en ses salariés, responsabiliser ses salariés. C'est des choses qui me paraissent naturelles, et puis pas suivre les modes, arriver à rester authentique, je crois. C'est vraiment le maître mot pour moi des affaires réussies, c'est celle où on ressent une authenticité, une sincérité, où on se dise pas, tiens, je vais faire des petites assiettes parce que c'est à la mode, ou se dit, je vais faire un truc asiatique parce que, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait Double Dragon qui avait ouvert, ça va marcher.
faire des pizzettes parce que faire des pizzettes parce que ouais. Voilà, c'est arrivé à je me rappelle le premier bar où je travaillais, il voulait absolument qu'on passe de la chanson française et on n'aimait pas la chanson française, donc du coup on mettait le seul album qu'on connaissait et puis on le laissait tourner en boucle et au final ça crée un décalage. En fait, il vaut mieux laisser la liberté du coup au serveur de passer la musique qu'il a envie, pour que lui se sente à l'aise, pour que ça ressorte après directement sur la clientèle. Les gens voient directement quand les gens sont contents de travailler. C'est comme, la différence entre un lieu authentique où les gens sont contents d'être là et une brasserie à Saint-Germain où le mec est avec son plateau et il dit avec ceci, vous renouveler les conservations. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est l'authenticité, la sincérité. Quand on met beaucoup de sincérité, d'amour dans ces assiettes, c'est pas trop dur après d'être critique, tu vois, d'être jugé par les gens? Bah, dès que j'ai moins de 4 étoiles sur Google, je dors pas de la nuit pendant 2 jours. Franchement, ça me ronge à chaque fois. Parce que je trouve ça toujours malhonnête, je trouve ça toujours, c'est toujours compliqué, mais ouais, je suis capable de mal dormir parce que j'ai eu une étoile sur Google. Et parce que je me dis que ça doit être une incompréhension, que la personne n'a pas compris, parce que j'ai un peu le syndrome du mec qui veut plaire à tout le monde, mais c'est vrai, ça me ronge. Le côté critique, c'est très dur à vivre, je trouve. On peut entendre 15 fois c'était très bon dans la journée. S'il y en a un seul qui dit c'était pas bon, on va retenir que celui qui dit que c'était pas bon. On commence à sentir des bonnes odeurs de cuisine. Ouais. Ça permet de faire le lien avec la fin du podcast où je demande une petite recette de la maison. Qu'est-ce que tu cuisines chez toi? Tu cuisines chez toi des fois? Ouais, je cuisine presque tous les soirs à la maison. Après, souvent je fais des trucs simples. En fait, plus je cuisine, plus j'ai envie de manger des trucs simples. Genre, par exemple, j'ai très envie de manger un jambon beurre des fois. Enfin, tu vois, des trucs très cons, mais je sais pas, une petite recette simple. En ce moment, je fais souvent ça. Je fais des coques au mescal. Genre, plutôt que de les ouvrir au vin blanc, je les ouvre au mescal. Tu prends une petite poignée de coque que t'as lavé, tu mets un peu de beurre au fond de ta casserole, un peu de mescal, tu fais chauffer, tu balances les coques dedans, tu recouvres. Du coup, ça crée un peu de vapeur, ça ouvre les coques. 2 secondes après, t'enlèves les coques, tu fais réduire un peu ton jus, tu balances par-dessus. Ça donne des petites coques fumées, là, avec le côté iodé en plus. Le fumé du mescal, le iodé et tout, ça marche hyper bien. Trop bon. Ça donne envie, je vais essayer ça ce week-end. Merci Florent. De rien, avec plaisir. Vous venez d'écouter l'épisode 13 de la saison 2 avec Florent Ciccoli. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous au déjeuner au Café du Coin, rue Camille Desmoulins, dans le 11e arrondissement de Paris, au dîner chez Jones, rue Godefroy-Cavaignac, dans le même arrondissement, ou au Cheval d'Or, qui vient d'ouvrir rue de la Villette, dans le 20e. Dans cet épisode, Florent fait référence à d'autres chefs interviewés dans ce podcast, que je vous invite également à découvrir. Thomas Chevrier, Tatiana Leva ou Taku Sekin. Vous pouvez les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.